Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On trinque au rouge avec une écharpe. J'ai encore eu une panne de chauffage. J'en rigole, mais en vrai c'est pas drôle et ça coûte horriblement cher. On se retrouve pour un petit vlog où je vais vous lire du thriller. Je me transforme en Séverine, il est bien ce livre, et je deviens il est bien ce Flowfly pour deux petites lectures, peut-être trois, je ne sais pas. Je sais même pas si j'ai des thrillers dans ma pile à lire. J'ai reçu en service de presse la nouvelle duologie de Jean-Christophe Granger qui s'appelle Sans Soleil, Disco Inferno. Et Sans Soleil, le roi des ombres, je crois que... non, je sais plus comment faut les mettre. Ça fait un peu peur, hein. En gros, c'est une duologie qui se passe pendant les années SIDA à Paris, donc années 80, sur les dance floors parisiens. C'est la mort qui mène la danse. Je ne suis pas du tout un grand fan de thriller de 1, encore moins de thriller de Jean-Christophe Granger. J'en ai lu un il y a quelques années, j'avais déjà la chaîne, ça s'appelait Les Promises. C'était un thriller historique qui était très semblable à ce que fait Philippe Kerr avec la trilogie berlinoise, parce qu'on était avec les femmes du Troisième Reich qui se faisaient abattre les unes après les autres, et donc du coup l'enquête était menée dans le Troisième Reich. Là on me dit que c'est un tueur qui n'intervient que sur des homosexuels à Paris dans les années 80, pendant le sida. On est dans les boîtes, on est dans l'underground parisien. La thématique m'appelait. Je pense que ça se lit très vite, c'est du thriller très grand public, donc je pense que je vais pas non plus traîner trop dessus. J'avais envie d'essayer de voir la représentation qui était faite de l'homosexualité. On va être avec 3 enquêteurs, un médecin, donc j'imagine qu'il va travailler sur le sida, ou en tout cas qui va être confronté à un moment ou un autre au sida, un flic et une lycéenne, et ces 3 personnes vont se réunir, je ne sais pas sous quels augures, pour essayer de débusquer un tueur en série qui dépece ses victimes à la machette. Et en parallèle, j'ai emprunté, je ne sais plus du tout où je l'ai vu, un autre thriller de chez Babel Noir, qui est assez âgé, qui date de 2007, et ça s'appelle Mort d'une drag queen de Hervé Claude. Le titre il est écrit en rose alors que normalement c'est écrit en rouge. C'est un thriller australien sur une plage de Perth en Australie occidentale. Gît le corps d'une drag queen, perruque blonde, robe moulante, Australie-conservative et majoritairement homophobe, l'inspecteur Ange, habitué des barguets, ne fait guère d'illusions sur le résultat des investigations menées par les fédéraux. Celui-ci m'intéresse beaucoup plus car j'ai quand même pas mal plus confiance en Actes Sud et Babel qu'en Albin Michel. Parce que, en plus, en gros, Albin Michel, vous n'êtes pas sans savoir que je suis partenaire et donc je reçois les programmes d'édition. Et là, dans le programme, il était vraiment bien noté qu'il était question du sida, qu'il était question d'homosexuels, de bars parisiens, enfin, l'accent était vraiment mis sur le côté années 80, sida et tout ce milieu LGBT de la période. Et quand j'ai reçu le livre, j'ai été hyper étonné parce que je pense que c'est évidemment pour des raisons commerciales, qu'il y a une part de censure, et on peut pas le nier. Embarqué avec Jean-Christophe Granger dans une quête hallucinée sur les traces du mal, on nous parle de dance floor parisien, on nous parle donc de médecins, de flics, de lycéennes. Commencez par danser et nous verrons où l'enquête vous mènera en cet été 1982, moins il y aura de soleil, plus il y aura de sang. Et là, il n'y est plus du tout question d'homosexualité. Et je crois que même sur le deuxième, un meurtrier peut en cacher un autre, c'est vieux comme le mal. Dans les ruelles de Tanger aux ténèbres de la forêt africaine, la chasse continue, remontant jusqu'au crime fondateur, le trou noir qui absorbe toute lumière. Sur les 4e de couverture, il n'est plus du tout question d'homosexualité. Alors que dans le programme que nous, influenceurs, mais j'imagine aussi libraires et médiathèques, et voilà, tout le milieu du livre a reçu, c'était mis l'accent là-dessus. Donc je trouve ça fou quand même qu'on s'en soit encore là, on est en 2025, et on cache sur un roman, alors peut-être qu'au final, que dans le bouquin, c'est pas le cœur du roman, le fait qu'on est dans un milieu queer, LGBT, j'en sais rien, mais moi, on me vend ce genre de bouquin, je reçois le livre, il n'en est fait aucunement mention. Et quand les gens vont lire le résumé, ils ne sauront pas qu'il est question de LGBT. Donc, c'est peut-être de l'invisibilisation, et j'ai envie de savoir où ça se situe. Donc, je vais ce soir commencer ce premier tome. Si c'est vraiment trop mauvais et trop éloigné de mes goûts, évidemment que je ne m'infligerai pas de lire le deuxième. Il y a de fortes chances que je râle. Jean-Christophe Granger, c'est quand même un vieux de la vieille. À mon avis, ça va pas avoir la sensibilité à la sensibilité que je recherche dans une lecture dans laquelle on aborde le VIH, le sida, tout ce milieu-là, underground queer parisien. Bienvenue dans un vlog où je râle probablement. Je ne suis pas retenu à l'issue de mon plein gré dans une cave un peu disco. Je suis chez moi, il est 7h du matin et vous êtes avec ma lampe de luminothérapie. Voilà, je vous éblouis. Vous aussi, prenez un peu de lumière. C'est bon. Pour l'été, pour l'hiver, tous les matins. J'ai eu ça à Noël et tous les jours je l'utilise, mais c'est très pratique
pour lire également, parce que du coup je lis grâce à cette lumière-là. J'ai lu un peu Jean-Christophe Granger entre hier et ce matin. J'ai lu 135 pages. Et franchement, c'est pas si pire que ce à quoi je m'attendais. Peut-être des homophobes vont acheter le livre sans savoir que, en fait, c'est un roman qui parle vraiment quasi uniquement de l'homosexualité, parce que le tueur tue les homosexuels et ça se passe dans les bars parisiens de l'époque qui sont très gays, très libérés, les bars et les boîtes, à savoir le palace, les bains-douches. Pour l'instant, c'est très classique et très simple. On retrouve le corps. La victime était patient d'un médecin qui le suivait pour une immunodéficience. On est au début des premiers cas de sida, donc en 81-82. Donc le flic tombe sur le docteur qui venait voir son patient chez lui. Ils discutent et ils apprennent que la meilleure amie de ce jeune homme qui avait 18 ans, donc qui a elle aussi 18 ans et qui passe le bac, est probablement mêlée à l'histoire. Et donc voilà comment les trois personnages se mettent en branle ensemble pour essayer de résoudre l'enquête. Et on est déjà allé faire une virée dans ces boîtes de nuit dans lesquelles la victime avait ses habitudes. C'est quand même un peu addictif, on découvre des nouveaux trucs dans l'appartement de la victime, dans ses relations, avec qui il parlait, etc. Donc on a envie d'avancer, de tourner les pages. Et je dois dire qu'il n'y a pas tant que ça de remarques, enfin 3 quand même, 3 en 130 pages, de remarques qui me font tiquer. Il y a quand même quelques clichés. Le premier que j'avais noté là, c'était « Il ne s'explique pas ce phénomène, mais les homos parlent le langage du rythme. Ils le saisissent de l'intérieur, comme une chose qui leur appartient. Chacun danse seul, mais c'est en réalité un corps à corps avec la cadence. » Cette petite phrase comme ça, qui est pas méchante, pas violent, mais l'auteur affirme, oui, c'est inné chez les gays, ils savent danser, ils ont le sens de la fête, ils savent faire la fête et ils savent danser. Et ils dansent si bien qu'on dirait, voilà, un truc, un seul corps, en réalité un corps à corps avec la cadence. Enfin, voilà. Il a pas dû me voir danser très souvent, Jean-Christophe Granger, enfin, c'est sûr, il m'a jamais vu danser. Il y a une autre, à mon sens, un peu plus grave. Les homos, on parle donc de l'avènement du disco. Les homos se sont montrés, se sont assumés, tout ça en brillant, en dansant, en faisant l'amour. Le disco, c'est le règne des paillettes et du kitsch. Il y avait un air de famille avec l'esthétique gay. En cela, c'est vrai, le disco, ça a toujours été très gay. Être homo est devenu chic, fréquenter des homos est devenu branché, la jet set et les gays ont fusionné. Alors ça, c'était peut-être vrai dans les 5 bars et dans la rue Saint-Antoine, qui est la rue principale où il y avait pas mal de gays à cette époque-là. À Paris, dans les années 80, partout ailleurs en France, en périphérie, en banlieue, c'était pas vrai. Ça n'a jamais été branché, même en 1980, d'être gay, de côtoyer des gays. C'est quand même taire tout un pan de l'homophobie. Et même à Paris, c'était certains gays, les gays qui avaient du pouvoir d'achat, les gays qui pouvaient sortir, les gays qui côtoyaient ces lieux, parce que c'était des lieux qui étaient aussi très sélects. Par exemple, on parle des bains-douches. Les bains-douches, il était très compliqué d'y rentrer et n'importe qui ne pouvait pas y aller. Donc c'est pareil, c'est mettre de côté tout un pan de la communauté LGBT, des lieux de sociabilisation, des lieux qui faisaient communauté, comme ces boîtes-là, mais comme d'autres bars et boîtes, étaient plus importants dans l'époque. On l'avait vu quand j'en parlais avec Guébar et Jérémy Atherton-Lin, qui parlaient des espaces de ghettoisation. Où j'en suis, j'ai arrêté ma page là-dessus, et parce que c'était une fin de chapitre. On retrouve chez la victime une liste avec plein de prénoms maghrébins. En gros, on interroge un vieil homosexuel, enfin un homosexuel qui a couché avec la victime. On s'interroge sur cet homme, on se demande s'il aime les petits garçons, et un soupçon de pédophilie passe ici. Swift n'a pas la force de le retenir, en une nuit il en a déjà trop vu. Donc ça me fait peur un peu, parce que à voir, alors je sais pas si on va tomber dans cet écueil de homo égale pédophile, j'imagine que non, évidemment. Jean-Christophe Granger est un auteur intelligent, enfin je pense pas qu'on va tomber là-dedans. Et c'est une réalité de l'époque, c'est une réalité de l'époque aussi. Donc ça, à voir comment ça va être traité en fait, ce sujet de la pédophilie dans les pays maghrébins, parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup passé malheureusement aussi, il faut pas le nier, hein, des homosexuels français qui ont eu des relations avec des hommes beaucoup plus jeunes, des enfants, des relations illégales au Maghreb, mais en France aussi, ou en France avec des personnes maghrébines, c'est arrivé. Donc à voir le traitement de cette histoire. Et je me suis arrêté là-dessus. Donc pour l'instant, en vrai, ça va. Il n'y a pas de... Je prends encore du plaisir à le lire, même si oui, évidemment, je lève les yeux au ciel. C'est un thriller grand public, assez cliché, stéréotypé, et c'est une réalité de la communauté LGBT de 1980. C'est pas la réalité, mais c'est une des réalités. Toujours pas en otage, ne vous inquiétez pas. Là, je pars direct au boulot, mais je voulais vous faire un petit point d'étape, car j'ai quand même avancé. Je suis page 250, donc je crois que j'ai lu une centaine de pages depuis hier. Les post-it s'accumulent. C'est toujours pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais. C'est même assez addictif. Bon, par contre, là, par exemple, le flic interroge 2 hommes de pouvoir
qui ont eu des relations supposées avec le jeune homme qui s'est fait tuer. Et donc le premier, c'est Renato dans La Cage aux Folles, vous voyez, hyper exubérant, hyper kitsch, machin, bidule. Et le deuxième, c'est un homme d'affaires antillais, très élégant, très sobre, un peu mielleux et insidieux. Et voilà ce que nous dit le personnage principal, mais l'auteur quoi. Après Karoko, le showman, cette présence souple et raffinée provoque un vrai choc esthétique. Quelque chose comme un passage sans transition du kitsch le plus lourd à la grâce la plus éthérée. Donc on a soit un homo qui est la victime, un jeune homme de 18 ans, probablement prostitué, qui fait chanter les hommes plus âgés morts du sida et d'un meurtre en fait. Enfin, il avait le sida mais il a été assassiné. Ou alors deux personnages homo plus âgés, un qui est un showman kitsch très lourd et l'autre un antillais à la grâce éthérée. Voilà, il y a quand même des représentations très exagérées de la communauté homosexuelle. Ils ont tous une caractéristique qui permet au lecteur de se dire « Ah mais oui, c'est pour ça qu'il est homo. Enfin, c'est quelqu'un de kitsch, il est homo. » Là, il y a une autre phrase. « Un bon tiers de l'élite parisienne est homosexuelle, enchaîne le taulier. C'est une communauté très puissante et très solidaire, pire que les francs-maçons. Alors n'allez pas croire qu'on va traiter par-dessus la jambe l'assassinat de l'un des leurs. » Ok. Et en fait, le truc, c'est que, évidemment, on est avec des personnages des années 80 qui ont sûrement ce genre de propos dans leur discours, si on recontextualise, etc. C'est jamais discuté pour l'instant. Là, c'est le chef de la criminelle qui dit ça, enfin le grand patron qui dit ça à son inspecteur, le personnage principal, Swift, qui enquête sur le meurtre gay, qui pour le coup, lui, il est quand même assez ouvert, enfin je veux dire pas trop critique, pas trop jugeant ni discriminant. Mais là le chef donc lui dit ça, et le flic qui pour le coup fait du plutôt bon travail et essaye vraiment d'avancer dans cette histoire sordide de meurtre homosexuel, ne rétorque rien ou ne pense rien, même que l'auteur aurait pu lui faire dire pour nous lecteurs quelque chose dans sa pensée, parce que voilà, on est avec ce personnage là tout du long, on est du côté du personnage, enfin le personnage principal c'est cet inspecteur de police. Rien n'est dit. On est une communauté très puissante, solidaire, pire que les francs-maçons. Ah oui, et puis bah, alors la victime en fait, à l'autopsie, on a identifié que son anus était trop distendu et que de fait, le meurtrier n'a probablement pas pu violer la victime avant de le tuer parce que son anus n'était pas du tout opérationnel. Difficile à dire avec cet anus. Je n'ai jamais vu un orifice pareil, surtout à son âge. On pourrait rentrer là-dedans un obus. Voilà, bon. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette réflexion. Pareil, encore une fois, c'est dit dans la bouche du médecin légiste. C'est quand même laissé sous-entendre que c'est possible qu'un anus reste dilaté ad vitam aeternam. Alors que bon, ça reste quand même un muscle élastique. Et j'ai quand même du mal à croire que, voilà, ça l'est tellement que l'on ne puisse plus s'en servir. Surtout avec un jeune homme de 18 ans, c'est un peu fort de café. Salut YouTube! Je suis actuellement en live sur Twitch, comme à peu près toutes les semaines, en tout cas je l'essaye, et je suis en train de terminer Jean-Christophe Granger. Nous sommes en pleine session de Read With Me, c'est-à-dire que chacun prend son livre, on se retrouve sur Twitch, on fait 3 à 4 sessions de lecture d'environ 25 à 30 minutes, et toutes les 25-30 minutes on fait une pause de 5-10 minutes pour échanger sur ce qu'on a lu, ce qu'on est en train de lire, ou la lecture en général. Il reste 70 pages de Jean-Christophe Granger, donc c'est mon objectif ce soir. Je reviens vous voir évidemment quand j'ai terminé Jean-Christophe Granger. Je suis hyper proche. Je pense que la fin ne va... J'arrive et Flo ne lit même pas. Eh ben non. La fin ne va pas forcément me plaire car on part dans un espèce de truc un peu plus gros que genre juste des meurtres d'homosexuels. Ça a l'air d'être un peu dans un délire de complot, machin, bidule. Ça va me faire chier, je pense. Et je vais devoir lire le deuxième tome, à mon avis, pour avoir toutes les réponses. Et ça m'agace. Je viens de terminer le roman. Et comme vous pouvez le voir, sur toute la deuxième moitié, enfin le dernier tiers, j'ai pas mis de post-it parce qu'en fait, une fois qu'on n'est plus dans l'installation, vraiment là où les 2 premiers tiers, je pense, c'est vraiment de l'installation où on expose le sida, les recherches faites autour du sida, les victimes, les milieux, les bars, etc. Vraiment, on installe l'ambiance. Là, on est dans pile poil le cliché, le mec boomer qui raconte son histoire et machin. Jean-Christophe Granger qui est bien gentil, je pense qu'il pense pas à mal, hein, mais qui est un peu à côté de la plaque sur certains trucs. Et dans la dernière partie, dans le dernier tiers, on est beaucoup plus dans le déroulé de l'action, le déroulé de l'enquête avec l'inspecteur qui essaye de relier tous les indices qu'il a. Et donc, on n'est plus vraiment dans des remarques qui pourraient offenser ou être désobligeantes. Franchement, la fin, je suis pris dedans, c'est hyper efficace, c'est pas prise de tête. Et malheureusement,
C'est dommage parce qu'en fait, c'est vraiment une duologie. Je pense qu'Albin Michel n'a pas voulu éditer un thriller de 800 pages, mais c'est pas un tome 1, c'est clairement un tome unique qui a été divisé en 2 livres. On n'a presque aucune réponse à tout ce qui est ouvert. On ouvre beaucoup de portes dans la fin de l'enquête. On émet beaucoup de suppositions, d'hypothèses qui ne sont pas résolues. Et donc on est obligé de lire le 2e tome si on veut une histoire complète. Donc en fait c'est un gros tome qui a été divisé en 2 bouquins, et je pense que je vais lire la suite. J'hésitais à enchaîner avec un autre livre, mais en fait c'est pas que j'ai peur d'oublier des trucs, parce qu'il n'y a pas non plus 1000 histoires, hein. C'est pas un truc avec plein de tiroirs ouverts ou quoi, c'est assez simplé comme enquête. Tant que c'est frais, autant que je continue tout de suite et que je poursuive avec le 2e tome, donc je pense que dès demain matin je vais lire le 2e tome. Je pense que là, l'auteur a déjà dit tous les trucs qui m'énervaient un peu dans le bouquin, donc peut-être que si on est purement dans l'enquête dans la 2e moitié du bouquin, enfin dans le 2e tome, il y aura moins de trucs qui me feront tiquer et on sera pile poil dans une lecture efficace mais oubliable. Aujourd'hui je vous fais pas la blague de la prise d'otage. J'ai commencé Mort d'une drag queen de Hervé Claude, publié chez Babel Noir. J'ai lu 70 pages sur 273, c'est très précis, je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en tête et c'est le bon. Unos, duos, 3, 4, 5, je sais pas dans quelle langue j'ai parlé. 5 post-it déjà, c'est pas bon signe au bout de 70 pages. En vrai c'est pas horrible, mais la première recherche que j'ai fait sur Google ce matin, c'est est-ce que la sodomie déforme l'anus? Parce que là encore, comme dans Jean-Christophe Granger, l'inspecteur dit en voyant le corps, pas de traces de violence, même à l'anus, elle ou il, j'ai plutôt envie de dire il quand on se rapproche de détails intimes, semblait avoir l'habitude de se faire baiser. En tout cas, il ne s'est pas débattu. Slut-shaming un peu, et en plus c'est totalement anatomiquement faux. En fait, on peut pas avoir, en regardant l'anus d'une personne, si simplement comme ça d'un coup d'œil, elle a eu un rapport ou si elle a l'habitude d'avoir des rapports. Ensuite, il y a plein de fois, en fait c'est une drag queen qui est décédée et qui est retrouvée morte sur une plage, il y a plein de fois où l'inspecteur dit il au lieu de dire elle, alors qu'il la genre au féminin. Il parle de Charlène, la drag queen, et il dit il. C'est discriminatoire en fait, voilà. Si tu la genres au féminin, tu la genres au féminin jusqu'au bout. Et je n'ai plus de batterie, donc je ne peux pas vous parler des autres petits post-it. Ça sera pour le prochain segment de ce vlog, qui apparaîtra je ne sais quand. Nous sommes samedi matin, j'étais un peu rapide hier quand je vous ai parlé Mort d'une drag queen, que j'ai terminé ce matin. Donc là il est 11 h, j'ai lu toute la matinée. Déjà, en fait, je me suis renseigné un peu sur le bouquin parce que j'avais quand même un petit sentiment que l'enquêteur et son ami avec qui il mène l'enquête, il me manquait des infos sur eux. Effectivement, c'est un tome 3. On est bien avec un enquêteur de police qui lui-même est homosexuel et son ami qui est enquêteur pour les polices d'assurance, qui est en fait lui qui va mener toute l'enquête, est aussi homosexuel. Et donc je me suis renseigné, en fait c'est une série en 3 tomes, mais il n'y a eu que ce tome 3 qui a été publié chez Babel Noir. Et les 2 autres tomes ont été publiés dans la série noire de chez Gallimard. Donc c'est Requin et coquin et Mort riche, cruel et fardé, Requin et coquin, 2002-2003. Et celui-ci en 2007. Donc c'est un tome 3 mais qui se lit de façon totalement indépendante parce que moi là je l'ai, même si il nous manque quelques infos d'antécédents sur l'enquêteur, ça va. Et Hervé Claude est une personnalité connue des Français que moi je ne connaissais pas, car il a présenté le JT sur Antenne 2 puis France 2 pendant apparemment une quinzaine d'années, dans les années 80-90, avant de se prendre la tête avec El Kabash. Ce mec a présenté le JT quand même de la chaîne française du service public pendant une quinzaine d'années, donc je pense que certains d'entre vous le connaissent peut-être. En lisant du coup sa bibliographie et sa biographie, je me suis dit c'est quand même bizarre, ce mec a présenté le JT, ça a l'air d'être voilà, quelqu'un de plutôt installé. Je crois que maintenant il présente une émission, enfin une édition du Jour du Seigneur qui a lieu une fois par mois sur France 2. Comment il en vient à écrire une trilogie de polar avec 2 personnages principaux gays et qui interviennent plus ou moins dans des mondes gays. Et surtout que j'avais vu qu'il était marié à une femme et en fait il a divorcé de cette femme et depuis 20 ans il vit avec un homme et il est lui-même homosexuel, mais il a révélé son homosexualité publiquement qu'en 2009, donc après la publication de ces 3 romans. J'en connais très peu des auteurs de thrillers et polars gays, donc je suis vraiment très content en fait de l'avoir lu un peu par hasard. Je sais toujours pas où est-ce que j'ai trouvé cette reco, même si j'ai quand même 2-3 trucs à redire. Je trouve que c'est louable de lire un auteur qui est homosexuel, là où Jean-Christophe Granger parle de quelque chose qu'il ne connaît pas forcément parce que lui est hétérosexuel. Donc je vais vous parler des petites prescriptions anatomiques sur l'anus des victimes. Il y a eu une petite phrase qui fait un peu cliché de l'homosexuel cinquantenaire, on va dire. C'est un choix, jouer au golf, se bronzer sur la plage, lire Dostoïevski, Philippe Roth ou Françoise Sagan, écrire un peu de poésie. C'est un emploi du temps chargé. Ça, c'est le personnage principal qui travaille dans les assurances.
Bon, effectivement, c'est un peu cliché comme description d'un homosexuel. Ensuite, il y a plein de fois où il dit il ou elle, point d'interrogation, les drag queens. Si tu parles d'elle quand elle est habillée, tu peux dire elle. Enfin, après, ça dépend aussi de chaque drag queen. Mais voilà, cette question du pronom, ou peut-être qu'on peut tout simplement, grâce à une périphrase, éviter de devoir genrer la drag queen. Qu'elle ou plutôt il, là encore une fois, on a la même occurrence, 10 pages plus loin. Ah non, là, on nous dit que les homos sont toujours à la mode, je crois. Sa silhouette mince, sa fine moustache, toujours habillée à la mode, comme tous les gays qui se respectent. Mais quelle mode! Résultat, il pouvait se faufiler partout, dans tous les lieux et tous les milieux, il n'était jamais décalé. Ça c'est facile, tous les gays sont à la mode? Non, pas vraiment, il suffit d'aller sur les réseaux de rencontres, vous pourrez voir qu'il y en a plein qui ne le sont pas. Tu sais, les drag queens, elles dérangent plus qu'on ne le croit. C'est très... ça c'est un post-it rose, c'est parce que j'ai bien aimé. C'est vraiment une remarque très intéressante sur les drag queens, sur le fait qu'elles sont là, liées à l'histoire de l'Australie. On parle notamment à plusieurs moments de Priscilla Folle du désert, qui a été un film très important pour la culture LGBT, pour l'art du transformisme, pour l'art des drag queens, et aussi pour la libération, je retire tous mes post-it parce qu'il faut que je rende à la médiathèque, la libération des droits homosexuels et LGBT, et la visibilité des LGBT en Australie. Donc on parle justement de tout ça, cette histoire du transformisme, du cabaret, des drag queens dans l'Australie, principalement, ou en tout cas assez homophobe. Elles ont une fonction sociale, et ça, c'est ça qui m'a plu, c'est que de parler de la fonction sociale des drag queens, de leur engagement militant et politique, très régulièrement. Ah oui, et donc là, en fait, c'est bien plus loin, en page 200, là où au début on nous disait, oh visiblement on peut pas tirer grand chose de son anus étant donné qu'elle a déjà eu beaucoup de relations, on peut pas savoir s'il y a eu viol. Au final, il suffit que le médecin légiste fasse une autopsie et il peut dire, oui effectivement il y a eu pénétration avant le meurtre. Donc en fait, pourquoi caler cette petite remarque en mode oh, on n'en sait rien machin, et pareil chez Granger, hein, alors qu'au final, 200 pages plus loin, le légiste trouve des traces de sperme et il dit bien qu'il y a eu pénétration. Bref. Donc voilà. Franchement, c'était sympa. Et en fait, là où j'ai préféré à Jean-Christophe Granger, c'est que l'histoire tient en 270 pages. Après, c'est assez sordide. C'est un peu une histoire de secret d'adolescents avec un groupe de potes à l'adolescence qui aurait fait quelque chose. Et du coup, on se demande si c'est pas un ange vengeur qui revient ou quoi. Histoire très classique, très banale. Très divertissante, je vous l'ai dit, j'ai lu 100 pages hier et j'ai lu ce matin les 170 pages qui me restaient à lire. J'étais pris dedans, j'avais envie de savoir comment ça allait se résoudre. C'est pas forcément difficile de découvrir le poteau rose par soi-même, donc c'est sympa. Est-ce que je lirai les deux précédents du coup maintenant? Bah je pense pas. J'ai peur que les grosses boules, j'ai peur qu'elles tiennent pas. Je vais voir si je peux faire ça, parce que alors, si je peux faire... Retour dans la Batcave pour le tome 2 de Jean-Christophe Granger. Lundi matin, 8h, réglé comme un coucou suisse. J'aime bien cette expression. Ça se lit vite, ça se dévore cette merde. J'ai lu 155 pages, je crois. C'est ça, 155 pages ce matin. J'ai lu à peine 1 heure, hein. Vraiment, ça se lit très très vite. J'ai déjà mis des post-it. Alors, au début, mais vraiment page 12, mais en vrai, je crois que c'est la 3e page du bouquin. Une remarque extrêmement raciste d'un personnage. Et pour l'instant, page 155, je vois pas comment l'expliquer. En fait, je sais pas si l'auteur va l'excuser, si l'auteur va la contredire ou quoi. Juste hyper raciste. Ils sont au Maroc. C'est la jeune fille qui était meilleure amie, qui a une vingtaine d'années. Elle est au Maroc, dans un riad de rêve, chez un vieux publicitaire qui l'entretient à moitié. Et donc elle dit à propos du Maroc, il y a aussi des choses qu'elle déteste. Globalement, les habitants. Elle ne comprend rien à l'âme arabe. Elle ne sait même pas s'ils sont vraiment arabes ou berbères ou simplement marocains. En tout cas, elle ne les sent pas. Mais alors, pas du tout. Il faut dire qu'elle ne les connaît pas. Jusqu'ici, elle n'a eu affaire qu'à des enfants qui lui lancent des pierres, des femmes qui se cachent la bouche sur son passage et des domestiques qui l'ignorent. Le pire, c'est ce mélange d'onctuosité huileuse et d'agressivité soudaine. Elle ne sait jamais sur quel pied danser avec les Marocains, mais elle pressent que c'est lorsqu'ils sont le plus suaves qu'ils sont le plus dangereux. Et c'est pas la seule remarque raciste. Il y en a une autre un peu plus loin. Au riad, les domestiques la saluent en lui jetant... Je vois pas ce que j'ai... Des regards obliques, voire hostiles. Il la déteste, elle en est certaine, il pourrait la tuer lors d'un moment d'inattention. Et effectivement, il y a un meurtre dans ce riad avec les domestiques qui disparaissent, donc tout porte à croire qu'ils ont joué un rôle là-dedans. Mais, enfin déjà c'est un peu raciste de faire porter ce meurtre, enfin, de même pas juste, de pas expliquer le meurtre pour l'instant, et pas vraiment chercher à l'expliquer d'ailleurs, hein, parce qu'on est un peu parti ailleurs dans l'histoire. Et j'ai pas l'impression qu'on va essayer d'expliciter ce meurtre-là, ou de le résoudre. C'est un meurtre anodin, on va dire, et qui est là pour relancer l'enquête.
Et donc du coup c'est probablement les domestiques parce qu'on ne les voit plus. Et après il y a un autre personnage, le docteur qui fait partie de l'équipe qui a longtemps travaillé en Afrique, Afrique noire de l'Ouest, Sud-Ouest. Et donc là ils sont de retour sur le continent africain, ça commence au Maroc mais là où j'en suis ils sont déjà arrivés au Niger, ils se baladent un peu en Afrique. Et il fait des remarques sur l'Afrique qui sont un peu éclatées, genre un événement est en train de prendre forme à Tanger, un événement personnel, intime, secret. Il est de retour en Afrique. Pas l'Afrique qu'il connaît, la noire, mais tout de même, de tout son être, il sent les vibrations de sa terre promise. Ce n'est même pas un sentiment, plutôt une sensation à l'intérieur de son corps. Comme l'eau de l'organisme est stimulée à l'approche d'une source, sa profonde appartenance au continent noir se réveille au contact de ce monde en amorce. Il visualise une carte du nord du Maghreb, le littoral d'abord, puis en dessous le désert, puis plus bas encore le monde luxuriant et funèbre de l'Afrique équatoriale. Surtout ne pas y penser, car la tentation serait grande de se laisser dériver. Et après, il y a une phrase sur le téléphone arabe, parce qu'il y a des gens qui sont au courant de quelque chose très rapidement dans le désert, et le mec dit « Ah tu connais pas le téléphone arabe, c'est comme ça que ça se passe ici. » Donc voilà, il y a quand même des techs hyper racistes, je trouve. Et donc oui, cet homme-là qui a travaillé en Afrique, le docteur, il est aussi amoureux des femmes noires. Il n'aime que les femmes noires. Au-delà du sable, au-delà des plaines et des forêts, il y a la femme noire. C'est son parfum qui lume à travers la trame du ciel et des dunes, sa sensualité qui frémit au bord de ses lèvres alors qu'il n'en est qu'à boire du sable. Même à cette distance, il est déjà enivré, envoûté. Ségur a toujours eu cette conviction, son biotope naturel est la médecine, la maladie, la mort. Mais sous ce triptyque palpite une membrane, la peau de la femme noire, soit au toucher, boit au regard. C'est horrible! La peau de la femme noire, soit au toucher, boit au regard. Vraiment, je continue parce que je vous le dis, j'ai lu là, les 100 pages en même pas une heure, enfin 150 pages en moins d'une heure, mais autant je trouvais que sur l'homophobie, enfin en tout cas sur les remarques un peu homophobes du premier tome, ça restait léger et c'était plutôt de la méconnaissance ou l'âge, une différence d'âge et d'époque, tu vois. Mais là, alors ok, ça se passe en 1980, mais il n'y a pas du tout besoin d'en faire autant sur la peau de la femme noire, sur les Arabes méchants, enfin les Marocains qui sont méchants envers la jeune Française, envers ce continent africain, cette espèce un peu de retour à l'état sauvage, l'appel de la nature, je sens dans l'eau, dans la terre, une espèce de feu qui m'appelle. Waouh! Il a engrangé, Jean-Christophe, engrangé. Bref, je vais travailler parce que je vais être en retard au boulot. J'ai terminé le tome 2 de Jean-Christophe Granger. J'ai donc terminé la duologie qui est en fait un seul gros tome. Je suis trop saoulé pour vous en parler ce soir. Je vous en parle demain. J'essaierai de faire ça bien, avec une petite lumière, pas trop chum, plutôt que dans ma cave d'otage là. Et comme ça sera joli. Je sais pas si je vais continuer en vlog, mais je vais continuer dans les thrillers. Je vais lire Les Vacances d'un serial killer. C'est une comédie, je pense, plus qu'un thriller, hein, parce que je crois que, je sais plus, c'est avec une grand-mère un peu cinglée. Ça va se lire vite, ça fait 240 pages et ça a l'air d'être que du dialogue. Ça a été recommandé par Annie Cordy. C'est Nadine Monfils, l'autrice, et c'est chez Pocket. Et ça sera ma prochaine lecture. Bienvenue dans le podcast de la maison de quartier Châtillon. C'est pas la caméra de Châtillon, celle-là c'est la mienne. Alors attends. Putain, je sais plus ta phrase. Willkommen, bienvenue, welcome. Oui, c'est pour ça. une nouvelle vidéo. Vous devriez me filmer plus souvent. Moi, comme ça, ça ferait comme si j'étais une vraie star. Oui, ouais. Hier, j'ai mangé, j'ai papoté avec mes collègues, donc j'ai pas pu vous parler et conclure le vlog. On va faire ça maintenant. Je suis au bureau, car c'est le seul moment de... Enfin, il y a que au bureau que j'ai de la lumière naturelle. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce deuxième Jean-Christophe Granger? Beaucoup de choses. Je crois que je vous ai parlé juste des petites... de l'espèce de racisme assez banal et ordinaire tout au long de ma lecture. Et en fait, c'est comme pour le premier tome, vous voyez, j'ai mis des post-it principalement sur la première moitié et très peu sur la seconde, parce que la seconde, on est dans tout ce qui se fait de plus classique dans le thriller et dans le polar, c'est-à-dire que le rebondissement s'enchaîne et l'intrigue, l'enquête évolue, et donc on n'a plus trop d'espace et de place pour avoir des réflexions pseudo-engagées ou politiques ou machin. On est vraiment dans un déroulé très narratif de l'histoire, et donc ça se passe mieux. C'est pas pour autant que c'est plus intéressant, parce que... Quoique, en plus, non, même pas. C'est juste que je pense que j'avais la flemme et que j'ai rushé la fin, parce que je me rappelle que, étant donné que la deuxième partie se passe en Haïti,
à Haïti, dans l'île d'Haïti, sur l'île d'Haïti, il y a quand même pas mal de réflexions un peu limite. En fait, je suis un peu partagé parce que le premier était pas si mauvais que ça, mais je peux pas vous dire lisez juste le premier, étant donné qu'il n'y a aucune réponse apportée et qu'il faut vraiment aller au bout de ce deuxième tome. En fait, c'est vraiment juste un tome unique qui a été divisé en deux. Hein. Vous auriez pas l'intégralité de l'histoire, donc j'aurais plutôt tendance à dire de ne pas lire ce bouquin en fait, tout simplement. Ça apporte vraiment pas grand chose. Ah oui, il y a cette remarque là, tiens, ça je pense que je vous en avais pas parlé. L'âme africaine appartient à une autre dimension, mi-comique, mi-féerique. Why, de où? Enfin, source, mon cul. Je vous avais parlé du médecin, je crois qu'il fétichisait les femmes noires, il ne s'imaginait en couple qu'avec des femmes noires, ça c'était un peu what the fuck aussi. Ah, et puis un truc genre, en ce lundi 26 mai, Swift est censé attaquer une nouvelle semaine de boulot, la fleur au fusil. Aujourd'hui, pourtant, sans raison particulière, il a une intuition, cette journée va être décisive. Et bah figurez-vous que c'est cette journée-là qui a été décisive et qu'il l'a envoyé à Haïti sur les traces du tueur. Pour une truc sorti du chapeau. Donc il y a quand même pas mal de Deus Ex Machina là-dedans, des trucs qui interviennent, qui surviennent pour aucune raison. Un peu déçu. En vrai, si le deuxième tome était resté dans la même ligne éditoriale que le premier, qui était très maladroit parfois, mais voilà, c'était encore lisible et pas trop déplaisant. Là, avec ce deuxième tome, je peux pas vous dire de lire parce que, outre les espèces de remarques homophobiques du premier, là maintenant on y ajoute même du racisme, donc bon. Par la suite, j'ai lu Les vacances d'un serial killer de Nadine Monfils, qui est, je crois, le premier tome d'une série. Faudrait que je vérifie, tiens d'ailleurs. Ouais, il y a effectivement 5 tomes. Les vacances d'un serial killer, La petite fêlée aux allumettes, La vieille qui voulait tuer le bon Dieu, Mémé Goes to Hollywood et Maboul Kitchen. Alors c'est pas du thriller polar, hein, c'est vraiment, même si le nom le laisse à penser, en lisant la couverture vous pouvez vite vous rendre compte que non, c'est une comédie. On va être avec une famille qui est en tout point semblable à la famille Tuche, à l'exception qu'ils sont belges et non ch'tis. La famille de Schtrouper, avec le père Alphonse, surnommé Foncequeux, la mère Josette, le gamin qui s'appelle Steven, en hommage à Steven Seagal, et la fille qui s'appelle Lourdes, en hommage à la fille de Madonna. Vous voyez un peu le topo. Ils partent en vacances, supposément au bord de la mer, mais en fait ils se sont fait arnaquer. La baraque, enfin le gîte qu'ils ont loué se trouve à plusieurs kilomètres de la plage, ils doivent marcher, et ils emportent avec eux Mémé Cornemuse, la grand-mère, la mère de la femme en tout cas, dans sa caravane, parce qu'elle vit dans sa caravane, et donc il l'attire. Le roman s'ouvre avec la caravane qui se décroche, la grand-mère qui est oubliée sur le bord de la route, qui fait du stop, machin. Voilà, c'est une succession sans cesse pendant 250 pages de rebondissements comiques. C'est parfois marrant, j'ai pas rigolé tout le temps, je m'attendais à rire un peu plus, mais c'est quand même de l'humour qui me plaît, parce que c'est de l'humour belge un peu absurde, totalement absurde, mais en fait très grossier et très vulgose. Autant, j'avoue, les blagues, pipi caca, tout ça, ça peut me faire un peu rire. Là, il y en a beaucoup. Et les personnages ont un langage très châtié. Donc, on a du mal à s'attacher à eux. On a du mal aussi à les détester. Ils sont vraiment dans une espèce d'entre-deux. Et je pense que toute cette vulgarité un peu grossière et crasse m'a fait moins rire que ce à quoi je m'attendais. Après, c'est très frais, je l'ai lu, j'ai commencé le matin, j'ai lu 100 pages, et le soir, en rentrant hier, j'ai lu 150 pages. Hein. Je l'ai vraiment lu sur la journée. Si je tombe sur la suite, peut-être que je le lirai. Ça n'appelle pas forcément une suite. Hein. Si vous lisez celui-ci en stand-alone, en one-shot, c'est tout à fait faisable. Hein. Vous n'avez pas de truc... En fait, même... Dans le bouquin, il n'y a pas tant d'enquête que ça, il y a un petit fil rouge, il y a quand même un truc qui se passe, mais c'est pas ouf. C'était marrant, j'ai quand même un peu rigolé, mais c'était pas la lecture du siècle. Je m'attendais à plus d'humour absurde et moins de grossièreté. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur Discord, mais également sur Twitch, j'ai oublié de vous en parler dans la dernière vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Ko-fi, qui est une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu, les soutenir financièrement. Vous pouvez me soutenir à l'aide d'un pourboire, juste un petit don de 1 euro, 2 euros. Imaginez, on est 4000 sur la chaîne. Bon, il n'y a pas 4000 personnes qui regardent les vidéos. En général, les vidéos sont vues par 2000 personnes, entre 1005 et 2000 personnes. Si vous donnez tous 1 euro, j'ai de quoi vivre pendant un mois, presque. Donc voilà, n'hésitez pas à, si vous avez envie de soutenir la chaîne et soutenir mon travail ici, me faire un petit don, ou alors un abonnement mensuel. Et si vous vous abonnez mensuellement, à raison de 3 ou 5 euros, vous pouvez avoir des petits posts sur lesquels je vous raconte ma semaine, ce que je fais, comment je vais, etc. Mais également des vidéos qui vont arriver. Je vais poster des vidéos exclusives sur le Ko-fi
qui sont des vidéos que j'ai plus tellement envie de faire sur la chaîne, mais qui je sais plaisent encore. Donc ça serait des vidéos pile à lire, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas encore la fréquence, mais je pourrais vous faire une petite pile à lire de mes lectures dans ma pile à lire, ou des lectures à venir que je sais qui vont sortir ou que je vais recevoir qui me tentent. Voilà, c'est vrai que les piles à lire, j'aime bien en regarder, j'aime plutôt bien en faire, mais je trouve que c'est pas toujours très pertinent sur la chaîne étant donné que ce sont des livres que je n'ai pas lus. Donc je me dis que sur Ko-fi au moins ça peut être cool parce que c'est aussi des choses que vous pouvez apprécier. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu as envie de la faire voyager, tu peux la partager. Et si tu as envie de discuter, n'hésite pas à la commenter. Je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.